en profiter, Thierry, pour remercier notre partenaire principal, si Thibaut veut bien passer, LPVIA, qui nous accompagne LPVIA. dans tous ces clubs pharmacie, mais aussi lors de la journée des métiers. Donc, pour le remercier, donc pour peut-être Monsieur le Président de l'Ordre, LPVIA est une centrale d'achat, de référencement. Ils sont connectés, ils se présentent mieux que moi. Maintenant, ça fait quelques années qu'ils nous accompagnent. Par contre, je vois et j'entends surtout quelques échos de micro, donc merci de pouvoir couper vos micros, sauf si vous intervenez, bien évidemment, puisque là, j'ai un écho. Donc, je disais, un format d'1 h 30, beaucoup plus court, avec 2 sujets aujourd'hui. Problématique du fonctionnement des PUI, avec donc Monsieur le Président de l'Ordre des pharmaciens de la section H, qui nous fait le plaisir de bien vouloir intervenir et de faire le point et d'exprimer le point de vue de l'ordre sur ces affaires-là, sur ce qu'est l'ordre et ce que fait l'ordre, et leur point de vue sur cette affaire-là. Et donc ensuite, nous aurons Véronique Molière, je pense que tout le monde la connaît, et Stéphane Tulipani d'Aureliance, qui interviendront sur des problématiques bien spécifiques en lien avec la pharmacie. Thierry, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que le docteur... Non, moi je voulais remercier tout le monde, remercier toute la Dream Team, alors Séverine, Defosse, Sadio Traoré, Siam Repki, là, que je ne connaissais pas, mais qui a priori fait quand même peut-être un peu partie de la... Voilà. Thibaut, ainsi que toi, Thierry. Voilà, et tu as remercié déjà les intervenants, donc, et on a parlé du format, et je pense que ça pourrait permettre d'avoir un peu plus de dynamique, tant pour les établissements que pour le club pharmacie, d'avoir simplement 1 h 30 à partager et de pouvoir repartir au fourneau, j'ai dit rapidement, et alors que l'ancien format mettait 3 heures, et c'est vrai que c'est 3 heures de visio, c'est un peu long. Voilà, donc moi je vais laisser la parole sur les tensions RH au docteur Philippe Bedoy, donc le président du conseil central de la section H nationale du CNOP. Voilà. La parole est à vous. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et la sollicitation à parler de ce sujet. Juste en pratique pour la présentation, c'est vous qui passez les diapos ou... Alors, on vous propose de les passer. Si vous Oui. préférez que ça soit vous, on vous laisse la main également, comme vous le souhaitez. Non, pas de souci, on peut y aller comme ça. Donc, cet élément technique étant statué, voilà. Merci pour cette invitation à parler donc sur un sujet plus général qui est les tensions aux ressources humaines. Donc, il y a des éléments pratiques dans la présentation, dans un premier temps, puis après dans les questions. Donc, dans la présentation, on sera surtout aborder des questions finalement de l'ordre, comme vous l'avez précisé, la section H, quel est notre périmètre. Et puis, quelles sont les différentes possibilités dans le contexte actuel. Et puis, ça permettra d'avoir une discussion peut-être plus ouverte finalement sur les problématiques de terrain qui sont rencontrées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, une petite présentation. Donc, je suis élu à l'ordre depuis 2019, ancien membre du bureau et président de la section depuis juin 2025. Et par ailleurs, comme tout conseiller ordinal, en exercice, et je suis praticien hospitalier sur le CHU de Reims où je m'occupe d'essais cliniques et puis de pharmacie clinique. La suivante, s'il vous plaît. Donc un petit rappel sur la section H, ce qui me permet de finalement d'être un peu plus large finalement pour nous présenter la section qui est aussi un interlocuteur pour vous pharmaciens. Donc pour repréciser que la section H, elle regroupe les pharmaciens qui vont exercer en établissements de santé, que ce soit médicaux, soit santé, soit médico-sociaux, dans les établissements de transfusion sanguine, dans les services d'incendie et de secours, dans certains dispensaires anti-tuberculeux, des centres de planification et des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. La suivante.
La section H se fait la suite des missions générales de l'ordre, ce qui permet de voir aussi quelles sont nos compétences et puis ce qu'on ne fait pas au niveau ordinal. Donc l'objectif de la section H et son périmètre d'action, c'est de travailler sur les compétences des pharmaciens, à la fois sur l'inscription au tableau de l'ordre, vérifier que vous avez bien les diplômes nécessaires pour pouvoir exercer. Et puis s'assurer que les professionnels assurent bien leur développement professionnel continu, leur DPC et leur formation continue. Une mission de santé publique qui permet de basculer sur le champ du dossier pharmaceutique, sur l'organisation des soins, sur des conventions d'hospitalisés, sur la lutte contre les falsifications, et puis sur un sujet qui vous a sûrement occupé, et nous aussi, sur les dossiers d'autorisation des PUI qui ont été l'occasion de mettre à jour un certain nombre de situations. La suivante. Deux autres missions sur les 4, donc assurer le respect des devoirs professionnels, donc qui amène à l'aspect plutôt chambre de discipline, plainte dont peut être saisi l'ordre pour régler les différends entre professionnels de santé ou vis-à-vis d'un pharmacien inscrit en section H. Et la dernière mission de l'ordre, c'est de s'assurer de la défense et de l'honneur de la profession, en particulier pour ce qui nous concerne en hospitalier, la lutte contre l'exercice illégal. La suivante. Alors, quelques mots pour vous préciser finalement l'inscription en section H. Suivante. Pour vous préciser que pour pouvoir être inscrit en section H, et c'est sûrement quelque chose dont on pourra reparler après au vu du contexte, il faut être titulaire d'un des 4 diplômes qui sont cités par le Code de la santé publique, qui sont le DES de pharmacie hospitalière et des collectivités, le DES PIBM, le diplôme de pharmacie spécialisée, et puis le diplôme d'études spécialisées en pharmacie hospitalière. Ce sont les seuls diplômes qui nous permettent de faire une inscription. Il faut savoir que l'inscription, la section H n'est pas libre d'inscrire qui elle veut, elle doit répondre aux obligations qui sont définies par le Code de la santé publique. L'autre possibilité qui était encore possible jusqu'au 1er juin 2025, donc je vous la cite pour mémoire, mais vous devez peut-être l'avoir à l'esprit, c'est qu'on pouvait, dans la mesure où on reprenait une activité, où on justifiait 2 ans d'exercice en PUI, on pouvait réintégrer une équivalence du DES pour pouvoir exercer. Et ce dispositif, par contre, n'existe plus depuis le 1er juin 2025. Par contre, pour l'ensemble des pharmaciens qui ont bénéficié de ce dispositif, l'équivalence reste acquise durant toute la suite de leur carrière. La suivante. J'en profite également pour vous rappeler que pendant son exercice, un pharmacien peut changer de poste, il peut faire des remplacements et donc il est important de rappeler que tous les changements doivent être déclarés et surtout que c'est chaque pharmacien qui doit faire cette déclaration et non pas l'employeur qui pourrait transmettre des conventions ou des contrats en vue de son inscription. C'est vraiment une responsabilité du pharmacien et j'insiste parce qu'il nous arrive régulièrement d'avoir des pharmaciens qui demandent des inscriptions en disant j'ai exercé dans tel établissement, mais finalement on n'a pas la trace et donc on s'apparente à des situations où le pharmacien n'était pas autorisé à exercer, ce qui peut être un risque professionnel. La suivante. Quelques éléments de démographie pour être un peu plus concret. En 2025, nous avons recensé à ce jour un peu plus de 8000 pharmaciens inscrits en section H, donc en PUI et plus généralement en établissement de santé, avec une pyramide des âges que je vous mets à titre indicatif, mais qui met en évidence qu'on a un glissement de la pyramide des âges vers la tranche au-delà de 60 ans, ce qui nous laisse présager des départs à la retraite. Et ça, c'est important en termes de démographie et de tension de recrutement, puisque forcément, ce sont des postes qui vont devoir être remplacés, en plus des postes qui sont actuellement vacants. En compensation, en élément pour augmenter les entrées, je vous indique également le fait que le nombre de postes ouverts à l'internat a augmenté sur les 5 dernières années et on est passé maintenant à environ, à la rentrée 2025, à 481 postes ouverts à l'internat pour la pharmacie hospitalière.
ce qui permet progressivement d'avoir plus de pharmaciens formés et de pharmaciens pouvant prendre des postes. Mais pour autant, ce n'est pas encore suffisant et donc on cherche, et on continue à essayer d'augmenter ce nombre de pharmaciens formés, malgré le défaut d'attractivité de la profession, puisque les pharmaciens formés pendant l'internat sont issus de la filière générale de la pharmacie. Il ne vous aura pas échappé que des postes en première année de pharmacie sont vacants et donc on ne peut pas former non plus des gens, des pharmaciens, des futurs confrères, s'il n'y a pas suffisamment de recrutement dans les universités de pharmacie. Donc c'est un problème plus global. La suivante, s'il vous plaît. Quelques éléments chiffrés également. Donc voilà, ça c'est les chiffres de 2024 par rapport à 2025. Donc vous voyez qu'on a encore augmenté le nombre de pharmaciens inscrits en section H. Pour vous distinguer, non pas pour faire des oppositions, parce que ce n'est pas du tout la question, hein, mais à un moment, on a des pharmaciens du secteur public qui sont sur les 8000, presque 6000. Et puis, on a des pharmaciens qui exercent dans le secteur privé qui sont 2000. Donc, on n'a pas un ratio équivalent. Une séparation et un équilibre, sachant qu'en termes de PUI, nous avons recensé pour 2024 2235 PUI et à peu près autant de PUI dans le public que en établissement privé, ce qui, dès à présent, permet de visualiser qu'il y a une différence de taille d'équipe entre les structures, qu'elles soient privées ou publiques, mais on n'a pas d'éléments fins qui nous permettent d'identifier la répartition par PUI. Un chiffre intéressant néanmoins, c'est que on a la possibilité d'identifier que dans 41% des cas, pour une PUI, le pharmacien est dit en exercice isolé, c'est-à-dire que pour 40% des PUI, le pharmacien est tout seul dans son équipe, ce qui est quand même assez conséquent en termes d'image, de photographie du paysage. Pour ce qui est des postes vacants, au travers du Centre national de gestion pour le public, nous savons qu'on a à peu près 17% de postes vacants. Par contre, on n'a pas de données récentes et précises par rapport aux postes vacants dans l'établissement de santé, ce qui ne nous permet pas d'avoir une projection et de savoir comment on se situe et comment on pourrait agir de façon plus précise sur ces situations de difficulté. La suivante, s'il vous plaît. Les dossiers PUI suivantes, s'il vous plaît. Pour vous préciser que, alors, l'objet de la présentation, c'était, même si on n'est pas sur la ressource humaine directement, le fait de travailler sur les PUI et puis après sur les coopérations que j'aborderai après, ça permet de brosser un paysage plus large, finalement, sur l'attractivité et la cartographie de l'exercice en PUI. Donc, pour vous préciser que les demandes d'autorisation de PUI, vous avez probablement été sollicité, ou alors vous le serez dans le cadre d'autres modifications de vos PUI, puisqu'on doit faire une demande d'autorisation au moment des créations, au moment d'un transfert, au moment des suppressions. Et puis, au fil de l'eau, dès qu'on a des modifications en distinguant des... Ah, je crois qu'on a perdu la présentation. On vous la remet, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on vous la remet. C'est les mystères de la technique. Et donc, ces modifications avec deux situations, hein, soit elles ne sont pas, elles sont peu impactantes et elles sont considérées comme étant non substantielles, ou alors elles sont avec demande d'autorisation et elles sont substantielles. Quand elles sont non substantielles, elles ne nous parviennent pas jusqu'à l'ordre, elles sont traitées uniquement au niveau des ARS. Et puis, si vous avez des activités à risque dans vos établissements, par exemple la stérilisation ou les unités de préparation d'anticancéreux, cette autorisation n'est valable que 7 ans et elle devra faire l'objet d'un renouvellement. La suivante, s'il vous plaît.
Donc là, sans revenir dans le détail, c'était la liste des activités qui présentent un risque particulier qui doivent être déclarées et qui sont demandées pour 7 ans. La suivante. Les modifications substantielles pour attirer votre attention sur le fait que soit c'est une modification de ce que vous faites actuellement ou de locaux, mais c'est aussi dans la possibilité d'exercer des nouvelles missions ou des nouvelles activités. Et je voulais souligner le fait que ça peut être dans le cadre d'activités pour le compte d'autres pays dans le cadre de coopération. Donc c'est aussi un élément qu'on verra dans le cadre des coopérations, puisque c'est une des propositions de l'ordre pour répondre aux difficultés de fonctionnement, mais aussi pour mutualiser certaines activités. Et donc, il est important de savoir que si vous modifiez votre périmètre d'activité, vous devez déposer une autorisation auprès de l'ARS pour une modification substantielle. La modification des locaux, et puis dans la même idée, la desserte par la PUI d'un nouveau site d'implantation. C'est plutôt dans la situation où vous avez 2 PUI, il y en a une qui ferme, et puis c'est une PUI qui va approvisionner un nouveau site, et donc c'est une modification substantielle, et au-delà de votre organisation que vous avez pu convenir entre établissements, c'est important de la déclarer auprès de l'ARS, et puis que l'ARS après nous le transmette pour que l'ordre prenne un avis. L'avis de l'ordre sur les coopérations et sur les autorisations, il n'est pas de venir juger le travail des pharmaciens, mais il est d'accompagner sur le fait d'avoir suffisamment de ressources, de moyens, qu'ils soient techniques, logistiques et humains. La suivante, s'il vous plaît. En complément, vous avez des autorisations express qui vont être données une fois, mais qui ne seront pas renouvelées. C'est principalement la situation qui pourrait vous concerner sur la préparation des doses à administrer. Tout dépend de votre activité. Là, on est plus sur du secteur sanitaire, pas forcément sur du MCO, pas sur de l'aigu. Et puis certaines préparations magistrales et hospitalières, ainsi que la stérilisation qui va être dans cette situation. La suivante, donc là, vous aviez le schéma, mais qui permet de résumer le processus de la demande d'autorisation pour vous mentionner les différentes situations que vous pouvez retrouver dans le référentiel que la section H a édité sur la grille de lecture qu'on a des dossiers, et puis pour vous préciser les différentes démarches qui peuvent être associées, qui doivent être associées à la demande d'autorisation. Donc, qui reprennent la question de suppression, création, des délais et des modifications substantielles. Et donc, vous pourrez avoir le diaporama et vous y référer si besoin. La suivante. Suivante. Donc, en complément, par rapport aux possibilités finalement de fonctionnement entre PUI, les décrets de 2019 qui modifient les fonctionnements des PUI ont introduit une notion de coopération et qui permettent de façon complémentaire de trouver des solutions sur les territoires pour que des activités soient partagées ou transférées entre des PUI pour répondre à des besoins. C'est jamais l'objectif d'une coopération, c'est pas d'imposer un schéma, mais c'est de proposer plutôt des solutions qui permettent de répondre à des problématiques de terrain. Et donc, il n'y a pas de solution unique, mais il y a un arsenal législatif et réglementaire qui permet de trouver des solutions qui ne sont pas forcément transposables dans l'ensemble du territoire, mais à chaque situation. Donc, il y a des coopérations qui sont possibles avec les groupements hospitaliers de territoire. Je vous les ai citées, mais elles ne vont pas vous concerner directement. En tant qu'établissement MCO privé, vous pouvez éventuellement être rattaché comme établissement associé à des GHT. C'est quand même pas la situation la plus générale. C'est juste pour mentionner qu'il y a des dispositions qui sont spécifiques au groupement hospitalier de territoire. On peut passer à la suivante. On a d'autres coopérations qui sont possibles dans le cas des groupes. Audit et évaluation. On a d'autres possibilités. Coupez vos micros, merci. On a d'autres possibilités de coopération qui sont prévues, qui sont dans le cadre des groupements de coopération sanitaire, avec soit
Donc, c'est toujours je vous ai remis le texte qui correspond, mais sans aller dans le détail, le principe, c'est que la convention constitutive du GCS, qui peut être de droit privé ou de droit public, va définir ce qu'il est possible de faire. Et puis, il faut distinguer des GCS qui sont dédiés à une seule PUI. Enfin, l'objet du GCS, c'est de porter une PUI qui est commune à plusieurs établissements. Ou alors, vous avez des GCS qui sont communs à plusieurs établissements et qui peuvent utiliser l'autorisation de PUI d'un des membres. C'est différentes façons d'entrer. La structure juridique des GCS peut être un peu compliquée et on n'entrera pas dans les détails. C'est plutôt à discuter quand vous souhaitez avoir un projet de coopération, de savoir quel est le meilleur vecteur possible. La suivante. La situation qui est prévue aussi, c'est les établissements qui ne justifient pas d'une PUI, donc soit ils n'ont pas de PUI initialement, soit pour des raisons de recrutement ou de défaut de recrutement, l'établissement est amené à demander la suppression de sa PUI, donc c'est quand même plus rare dans le cadre d'un établissement MCO, au vu des activités et des enjeux, mais ça peut s'envisager. Et dans ce cadre-là, vous avez un texte qui définit que lorsqu'il n'y a pas de PUI, l'établissement peut conventionner avec une autre PUI pour réaliser la détention et la dispensation des produits de santé pour le compte de l'établissement qui n'a plus de PUI. La suivante. Une autre disposition qui concerne cette fois-ci le médico-social qui n'a plus de PUI et qui va lui basculer vers des conventionnements avec l'officine de ville. Mais voilà, c'est peut-être c'est pas forcément votre cas de figure en MCO. La suivante. Ensuite, vous avez des notions de sous-traitance qui fait que vous pouvez transférer une partie de votre activité, la stérilisation, la réalisation des préparations magistrales, à une autre PUI. Et donc, vous avez la liste de ce qu'une PUI peut confier à une autre PUI. C'est une liste qui finalement, c'est une liste positive de ce qui est possible de transférer ou pas au travers de conventions spécifiques de sous-traitance. La suivante. La possibilité également de transférer à un laboratoire pharmaceutique la sous-traitance de toutes les préparations magistrales ou hospitalières, ça peut s'envisager. Et j'en profite pour faire une petite précision sur ce qu'il est possible de sous-traiter en dehors. Enfin, c'est surtout l'interdiction qui est faite d'être en lien avec une officine de ville, puisque le Code de la santé publique permet que les PUI puissent coopérer entre elles, mais elle ne permet pas qu'une PUI puisse coopérer, sauf une exception, avec une officine de ville, que ce soit pour du dépannage, que ce soit pour la permanence des soins lorsque la PUI est fermée. Enfin, c'est des choses, ou pour la réalisation de préparation, parce que c'est des choses qui peuvent nous être soumises, mais qui ne sont pas autorisées par le Code de la santé publique. La suivante. Donc, en éléments pratiques, puisque là, vous aviez les éléments du code, c'est un peu indigeste et on n'a pas forcément le temps de rentrer dans le détail. À partir du moment où il y a un projet de coopération entre PUI, ce projet, il doit être intégré au projet pharmaceutique lorsque c'est un GHT, dans la convention constitutive quand c'est un GCS, ou dans d'autres conventions, mais il n'existe pas de formulaire type, et c'est souvent la question qui nous est posée, mais on ne peut pas, en tant qu'ordre, proposer de formulaire type. Il faut que le document il soit rédigé entre les parties pour définir les responsabilités à chacune des étapes et que le pharmacien soit bien intégré dans la construction de cette convention entre établissements et entre PUI, avec la signature du pharmacien. La suivante. Des points d'attention, comme je vous le disais, nous, on va voir au moment des dossiers d'autorisation, si c'est d'une convention, en fonction des moyens attribués et dans le contexte local des établissements, puisque chaque cas est particulier en fonction de l'organisation qui est à trouver. C'est une autre façon de penser et de s'organiser. C'est ce qui est permis par les décrets de 2019, d'essayer de trouver sur le terrain des organisations qui respectent la réglementation. Et puis le rappel que ce dossier doit bien être transmis à l'ARS. Vous ne pouvez pas construire dans votre coin une organisation sans déclarer à l'ARS. La suivante.
Enfin, les sous-traitances, qui sont une forme de coopération, donc, mais qui sont peut-être les plus connues, puisqu'elles portent sur la stérilisation, avec la référence aux bonnes pratiques de stérilisation dans l'annexe 1, dans les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, ou les préparations dans le cadre des bonnes pratiques de préparation qui ont été republiées en 2023, en distinguant bien un pharmacien donneur d'ordre et un prestataire. Donc, on est sur le champ des responsabilités. La suivante. Je crois qu'on est arrivé au bout, donc j'espère que je n'ai pas été trop long, peut-être un peu rapide, et donc on peut revenir aux questions si vous le souhaitez, pour préciser des points ou ouvrir sur des situations plus pratiques que vous auriez à envisager. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a des questions, mais je pense que certains, on a précisé qu'on terminait la présentation avant de prendre les questions, donc sauf si les personnes qui les ont posées dans le chat souhaitent prendre la parole, sinon je vais en faire état. Il y avait des questions sur les éléments chiffrés. Oui. Est-ce que la personne Agnès Berneron souhaite prendre la parole ou je m'en fais écho? Oui, je peux prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, merci. Moi, je suis pharmacien au Bonnet à Arras et j'ai eu des internes en pharmacie. J'aurais voulu savoir sur les 480 internes qui étaient formés, combien on a de fuites qui font pas au final pharmacie hospitalière, qui font tout autre chose à la fin de Oui. leur 4 ans d'études. Tout à fait, vous avez raison de le souligner, c'est un point d'attention, et on sait, alors on n'a pas de chiffre exact parce que c'est difficile à calculer, parce que nous on connaît le nombre d'internes qui vont rentrer dans l'internat, et après on a le nombre de pharmaciens qui s'inscrivent 4 ans plus tard. Mais l'internat peut durer 5 ou 6 ans, et donc on n'a pas de chiffre fiable. Mais globalement, en licence sur l'année, on sait qu'on a 9 à 10% d'internes qui ne s'inscrivent jamais en section H, et donc qui repartent vers des agences, dans les ministères, et qui sont perdus quelque part pour la pharmacie hospitalière. Si c'est ça l'objet de votre question. Oui, oui, c'est ça. Merci. Et Françoise Boyer aussi, si je les prends par ordre qui apparaît. Françoise Boyer, ou alors je me fais écho de votre question, avant que Nathalie Corda prenne la parole. Alors la question de Françoise Boyer, puisque nous n'entendons pas, c'est quid du pharmacien officinal, qui passe un DU d'hygiène, peut-il travailler au sein d'une structure hospitalière? Pas à la pharmacie, bien sûr, et dans ce cas, à quel ordre doit-il s'inscrire? Merci. Si Françoise Boyer veut préciser, qu'elle n'hésite pas. Alors, sinon, effectivement, pour la réponse, la section H inscrit les pharmaciens qui exercent en établissement de santé et en PUI, mais tous les pharmaciens en établissement de santé ne sont pas en PUI. Et donc, vous avez des pharmaciens hygiénistes, par exemple, ou des pharmaciens qui font de la gestion des risques, ou qui sont en centre régionaux de pharmacovigilance, donc qui sont pharmaciens, qui n'ont pas forcément un DES, et qui peuvent choisir de s'inscrire ou de ne pas s'inscrire. L'inscription n'est pas obligatoire, mais un pharmacien hygiéniste qui n'a pas le DES, qui a un DU, il peut être hygiéniste et inscrit en section H hors PUI. Donc, il sera bien inscrit en section H, mais il n'a pas le droit de réaliser des actes au sein de la pharmacie, et donc il ne peut pas exercer au sein de la PUI. Merci. Nicole Corda. Nathalie. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, désolé. Parfait. Moi, je voulais savoir sur le nombre de postes de pharmaciens d'interne, combien il y en a qui sont pourvus en fait, parce qu'il y a 480 places, tout ce que j'ai noté, mais est-ce qu'ils sont tous pourvus? Parce que moi, j'ai l'impression que les jeunes ne veulent plus faire pharmacie, et encore moins l'internat. Alors, au concours de l'internat, alors je n'ai pas de remontée de terrain, je ne saurais pas vous confirmer, mais pour exercer, pour être en CHU et en voyant passer les promos d'interne, a priori, tous les postes sont pris. Alors, sauf droit au remords et démission en cours d'internat, il y en a quelques-uns, ça c'est sûr, mais
j'ai pas de chiffres et je saurais pas je saurais pas évaluer le nombre. Ça paraît pas majoritaire quand même. C'est pas significatif à mon sens, mais je peux pas vous donner de chiffres précis. C'est plus les universités qui ont ces données en termes de suivi. Au cours de l'internat, votre question, c'est bien ceux qui prennent pas du tout de poste ou ceux qui arrêtent en cours d'internat. Merci à Nathalie. Autre question dans le chat, si Camille veut prendre la parole ou alors on s'en fait écho. Non. Ouais. Non, donc bonjour. Pour les pharmaciens remplaçants, la règle est bien identique, inscription à l'ordre, section H, interne, docteur junior, point d'interrogation. Alors, sur les remplacements, il y a plusieurs questions. Sur des pharmaciens qui sont diplômés et qui ont le DES, donc la question est qu'il faut qu'ils remplissent les mêmes conditions pour être remplaçants que s'ils étaient titulaires du poste ou en CDI. Donc, il faut bien qu'ils aient un DES ou l'équivalent des 2 ans qui étaient validés avant le 1er juin. Donc, ça, c'est pour les remplaçants. Et la deuxième partie de la question, c'est sur les internes. Pour les internes, à partir du 5e semestre, donc la 3e année plus un semestre, ils peuvent demander un certificat de remplacement auprès de l'ordre qui est valable 1 an. Et après, faire des remplacements, soit de pharmacien adjoint, soit de pharmacien gérant. Pendant leur congé, majoritairement. Il y avait ces 2 points dans la question, j'ai oublié un bout de la question. Non, après, il y avait docteur junior. Donc, Alors, les docteurs juniors, le docteur junior, c'est la 4e année, donc c'est à partir donc vous avez le 6e semestre en 3e année et 7e, 8e docteur junior. Et donc, ces 3 semestres-là peuvent faire des remplacements et solliciter auprès de l'ordre un certificat de remplacement. je rajouterais bien une question qui souvent est posée chez nous, c'est le pharmacien gérant, bien sûr, est inscrit à l'ordre, mais est-ce que les pharmaciens qui font partie de l'APUI doivent aussi être inscrits à l'ordre section H? Alors, de toute façon, quelle que soit la section, vous ne pouvez pas exercer la pharmacie si vous n'êtes pas inscrit à l'ordre. Et donc, il appartient, comme je l'avais souligné dans la présentation, que c'est la démarche du pharmacien de s'inscrire là où il a un contrat. Mais dans le cadre d'une gérance avec des adjoints, c'est la responsabilité aussi du gérant de s'assurer que ses adjoints sont inscrits. C'est-à-dire qu'un gérant est responsable de s'assurer que ses adjoints sont bien régulièrement inscrits à l'ordre quand il travaille sur sa responsabilité, enfin, dans la PUI. Donc à l'ordre section H. Section H uniquement. Alors Clotilde, Est-ce que je peux intervenir? Alors juste, je précise juste, Clotilde, notre déléguée régionale Normandie, je ne sais pas si tout le monde a vu son commentaire ou si Clotilde, tu veux l'exprimer de vive voix, mais elle précise qu'en Normandie, les formations ne font pas le plein et que le sujet a été identifié par les doyens déchus. Oui, bonjour. Je n'ai pas d'autres précisions, si ce n'est que suite à la sollicitation du ministère, on a fait un point dans le courant du mois de juillet avec les doyens déchus sur l'évolution des places en université sur tout l'ensemble des formations médicales et que à ma question de savoir comment ils envisageaient d'améliorer peut-être le nombre de places, ils m'ont dit déjà il faudrait faire le plein et que ça fait plusieurs années que ce n'est pas le cas. Voilà, mais qu'ils ont bien conscience du problème pour les postes de pharmacien section H, notamment dans les établissements privés. Oui, en fait, vous avez 2 niveaux. En fait, vous avez l'entrée dans les études de pharmacie où vous avez. Alors, il y a 4 ans où il y a eu une chute des inscriptions et il manque 1000 étudiants. Donc, ça s'est réduit un petit peu les années suivantes, mais je crois qu'à la dernière rentrée, il manquait encore 250 places vacantes en première année de pharmacie. Et donc, à partir de ce volume-là, cette file active, c'est pas un volume, ce nombre d'étudiants qui arrivent en 5e année et qui peuvent passer l'internat,
Donc, il y a un déficit et donc, s'il y a moins d'étudiants, on peut difficilement prendre sur le nombre d'étudiants pour former des internes. Après, dans l'internat, à ma connaissance, il n'y a pas de poste non pris. C'est la question. Et par rapport à l'ajustement sur les besoins de formation que vous soulignez, il y a c'est l'ONDPS qui est en lien entre le ministère, les ARS, et puis l'ordre intervient également, travaille sur le besoin en formation pour la pharmacie hospitalière et la biologie et l'ensemble des filières d'internes pour définir les besoins de formation. Et c'est pour ça que les chiffres d'augmentation au fur et à mesure à 480, ils sont évalués tous les ans pour savoir le nombre de pharmaciens dont on a besoin. Mais on ne peut pas former des pharmaciens s'il n'y a pas d'étudiants avant. Je ne sais pas si c'est une question, mais je n'entendais pas. Je dis, je vous propose, j'avais coupé le micro, donc de faire les prises de parole avant de poursuivre la question complémentaire de Françoise Boyer par numéro, comme je ne vois pas les noms. Alors, moi, je suis la prochaine, je pense. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Sur mon ordre, vous êtes en A. Merci. Oui, merci. Je me permets d'intervenir parce que j'ai été interpellée par la notion d'inscription à l'ordre, à la section H, et le fait que c'est de la responsabilité des gérants de s'assurer que leur adjoint est bien inscrit la section H. Je voulais qu'on éclaircisse ce point parce que c'est vrai que du moins dans le privé, moi je suis dans le privé actuellement, le recrutement passe beaucoup par, en tout cas là où je suis, c'est plutôt le directeur, c'est plutôt le service administratif qui est tenu de s'assurer de la complétude du dossier. Et donc je suis assez étonnée à quel moment le gérant intervient et puis de quelle manière aussi. C'est-à-dire, oui, présente-moi ton inscription, ou présente-moi ton caducé, ou voilà, comment ça se formalise, en fait, le fait que le gérant doive s'assurer que l'adjoint est inscrit. Alors, il y a plusieurs obligations qui se superposent, et c'est vrai que quand vous signez un contrat avec votre établissement, vous devez prouver que vous allez vous inscrire, que vous avez votre inscription, et donc ça se fait de gré à gré entre le pharmacien et la direction. Et donc, c'est pas visible du gérant par rapport à ses adjoints. Mais c'est une disposition du code de déontologie qui fait que il faut que le gérant, le responsable de la pharmacie, il s'assure que l'ensemble de ces pharmaciens soient bien inscrits, qu'ils ont le droit d'exercer la pharmacie. Alors, comment ça se pratique? Il y a une partie de confiance, il n'y a pas de règle absolue, mais après, vous avez toujours la possibilité de consulter l'annuaire et le tableau, l'inscription, voire indirectement, si vous ne voulez pas poser la question directement. Mais normalement, vous pouvez vous enquérir auprès de votre adjoint de savoir s'il est bien inscrit. Ça peut paraître indiscret, mais... Ok, très bien, merci. Question, alors je revois à nouveau les noms. Nathalie Corda, puis Thierry Morvan, et puis après on reviendra. Au regard des problèmes démographiques, d'abord sur la dernière question, je suis un peu oui, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que c'est pas nous qui recrutons les pharmaciens. C'est bizarre qu'on soit obligé de s'assurer nous que les adjoints soient bien inscrits au conseil de l'ordre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en regard des problèmes démographiques qui apparemment sont pas qu'en Normandie, comment se fait-il qu'on n'assouplisse pas l'accessibilité au travail en PUI, quoi. Et qu'au contraire, depuis juin 2025, on l'ait supprimé. Alors, en fait, je vais juste se compléter sur la première question, le gérant par rapport à ses adjoints. S'il vous plaît, coupez vos micros quand vous ne parlez pas, on vous entend discuter. Attendez, je ferme ma porte, c'est du bruit. Ah, pardon. Juste pour compléter, entre gérant et adjoint, à partir du moment où vous êtes gérant, vous êtes responsable de l'ensemble des missions de la PUI et des activités.
Et après, vous les déléguez à vos adjoints. Et c'est dans ce sens-là, donc vous devez avoir des fiches de poste, des délégations de responsables, délégations de Oui, certes. pouvoir. Et donc en fait, C'est si la vous même chose. déléguez à quelqu'un, il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Et après, oui, je comprends que dans la pratique, c'est pas visuel. Mais Bah, voilà, en c'est-à-dire tout que cas, c'est pas simple. C'est pas simple, disons. non, c'est pas évident. Voilà. J'allais te demander si la personne, votre adjoint, il remplit bien ses obligations, c'est vrai que c'est pas évident. Sur la Bah, c'est comme, question, c'est oui, comme avoir un casier judiciaire vierge. Enfin, c'est pas nous qui allons le demander. On est bien d'accord que c'est notre direction qui va s'occuper de ça. Enfin, tout à c'est fait. purement administratif et voilà. Oui. Non, non, mais c'était une remarque. Et donc, votre question, c'était assouplir le DES par rapport à la pénurie, c'était ça? Ouais. C'est difficile de trouver des pharmaciens, donc voilà. Alors, la difficulté, en fait, pourquoi il y a le DES? C'est une forme de couperet, mais le DES, il sanctionne Oui, dans le oui. dans le bon sens du terme, un niveau de compétence et de formation qui correspond à un métier. Donc, il y a eu une période de 10 ans de dérogatoire pour arriver avant la fin des périodes d'équivalence des 2 ans. Euh, on est en période de pénurie parce que les niveaux, le nombre de formations n'a pas été ouvert avant. Il n'y a pas eu d'anticipation. Le fait que le Mm. DES devienne obligatoire, en particulier sur les postes du privé, on voit bien dans les chiffres de la démographie qu'il y a un nombre de postes qui n'étaient pas pourvus avant et donc forcément qui font un appel d'air. Donc il y a un défaut d'anticipation, mais ça ne répond pas à la question du problème de maintenant. Euh, Revenir, en fait, si on revient en arrière sur l'obligation d'un niveau de formation, je ne vais pas dire le DES, sur un niveau de formation suffisant, est nécessaire par rapport au exercice, surtout quand vous avez des activités qui sont assez techniques, hein. Là, si je comprends bien, vous êtes en MCO, donc vous avez de la stérilisation, vous pouvez avoir de la pharmacotechnie. On n'est pas dans des situations où on peut dire qu'on n'a pas besoin d'un niveau de formation suffisant. Et après, on ne peut pas faire le distinguo, puisque je sais que c'est la suite de la question, entre des pays qui ont des activités à risque et pas d'activités à risque. En fait, il n'y a pas de différence qui existe dans le Code de la santé publique, si ce n'est au niveau des autorisations, il faut autoriser certaines activités. Mais une PUI, elle n'est pas à risque ou pas à risque. Et vous avez des obligations sur chacune, comme la pharmacie clinique, comme des activités transversales qui s'acquièrent au travers de l'internat. Alors, comment Après, faire? alors, c'est pour ça que comment faire? C'est pour ça que l'ordre a fait un certain nombre de propositions et c'est pour ça que dans ma présentation, il y avait cette question de... Alors, après, ça dépend si votre question elle est sur l'exercice isolé ou si elle est sur des postes vacants dans des équipes, parce que c'est pas tout à fait pareil. Quand vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas partir en congé, vous ne pouvez pas vous former, ou quand vous êtes que deux alors que vous devriez être quatre ou plus. C'est pas tout à fait pareil. Donc c'est pour ça que dans le cas de l'exercice isolé, en tout cas, l'ordre va plutôt dans le sens en disant il faut peut-être réfléchir à regrouper les activités, à mutualiser, ne serait-ce que parce que c'est des fois plus attractif quand on a une équipe un peu plus grosse où on est sûr qu'on va être recruté mais qu'on pourra prendre ses vacances, par exemple. C'est assez basique. Parce qu'il y a des collègues qui sont vraiment en difficulté, hein, Oui. bon, moi, c'est pas le cas. Je suis en ville, c'est facile. J'ai un adjoint, c'est vraiment pas pour mon cas, mais il y en a qui sont en difficulté réelle. Ah oui, non, mais ça, on en est Mm, tout à fait conscient et on, mm. on le voit au travers des dossiers d'autorisation qui nous parviennent. Et on voit des situations où les temps en pharmacien soit sont pas pourvus, soit ils sont insuffisants, où vous avez des préparateurs qui sont tout seuls. Voilà, je ne vais pas vous mentir non plus sur la question. Et à chaque fois, il faut trouver des solutions. Et après, sur l'exercice isolé, il faut se poser la question, est-ce que la pharmacie doit être maintenue? Est-ce qu'elle doit se rapprocher d'une autre structure? Donc, c'est plus facile, enfin, c'est moins compliqué quand on est des fois dans les structures publiques parce que vous avez la logique des GHT et que les équipes sont plus grosses. Euh, à- c'est vrai que dans les structures MCO et privées qui ont plutôt l'habitude
de travailler indépendamment ou avoir une géographie un peu plus isolée, c'est moins facile. C'est ça, quand la géographie isolée, justement, c'est difficile de se rapprocher entre pays, le service rendu ne sera pas meilleur, en fait. Hein, Non. C'est un sujet qu'on a évoqué sur cette souplesse, entre guillemets, réclamée, puisqu'on arrive, alors, c'est pas le cas dans les établissements MCO, mais les établissements purs SMR sont même allés fermer leur PUI et passer des conventions avec la pharmacie d'officine qui assure la prestation de service. Donc, que faut-il un profil peut-être avec une exigence moindre, parce qu'effectivement l'activité est différente, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de chimio, il n'y a pas, voilà. Où faut-il aller parce que là, pour le coup, c'est délégué à une pharmacie d'officine qui, par définition, n'a pas de formation au monde hospitalier, sauf si c'est un ancien pharmacien hospitalier qui a décidé de monter son officine par le hasard, des choses, mais c'est pour ça que cette souplesse, on en a échangé quand on a préparé, est un peu réclamée en disant les vacances, effectivement, pour pouvoir se faire remplacer. Alors, il y a d'autres questions qui sont posées d'ailleurs dans le chat. Les pharmaciens se font rares. Quelles missions peuvent être confiées à un pharmacien de formation officinale? Qu'est-ce qu'on pourrait confier vu l'obtention du DU tel que l'hygiène? Puis après, il y a effectivement la question de revenir sur l'avant-juin 2025. Donc, c'est plus de se dire qu'est-ce qu'il vaut mieux, avoir un pharmacien qui ne répond pas tout à fait effectivement aux critères tels qu'ils sont fixés aujourd'hui, mais en avoir un en interne, ou qui est disponible. Et qui est disponible, ou déléguer à une pharmacie d'officine pour certains établissements SMR. À ma connaissance, ça ne se fait pas en MCO, mais sur d'autres activités, c'est allé jusque-là. Donc, c'est ça, en fait, c'est une question d'équilibre et de se dire qu'est-ce qui est le plus satisfaisant entre deux situations. Aujourd'hui, en fait, les établissements n'ont pas le choix. Si vraiment ils ne trouvent pas, parce qu'on a des structures de SMR qui sont parfois de proximité isolées, ils ont d'autres choix que la pharmacie d'officine. Oui, non, mais vous avez raison, mais de toute façon, pour la section H, c'est toujours un crève-cœur que d'aboutir à une fermeture de PUI, parce qu'on va considérer que la présence du pharmacien, elle apporte, sans faire d'opposition entre l'hospitalier et l'officine, le fait d'avoir un pharmacien sur place dans une PUI apporte une proximité et un travail pluridisciplinaire que vous ne pouvez pas avoir avec l'officine. La loi permet que quand il n'y a pas de PUI, l'établissement, même en SMR, puisse conventionner avec, même si c'est du sanitaire, puisse conventionner avec une officine de ville. C'est au travers de la convention où il faut définir les choses, mais ce n'est pas la même prestation, ce n'est pas la même culture. Et c'est moins efficace. Mais après, dans l'idéal, il faudrait... Enfin, défend l'idée qu'il faut avoir suffisamment de pharmaciens pour aller sur ces postes-là, mais probablement avec des aménagements, parce que l'exercice isolé ne sera jamais assez attractif. On aura beau former des internes, il faut aussi qu'ils prennent ces postes-là derrière. Merci. Alors, Thierry, tu nous entends? Je disais que tu étais en attente de parole. J'avais coupé mon micro. Mais non, mais il n'y a pas que moi. Il y a Philem qui avait levé la main ou elle a oublié de la baisser. Le micro, s'il vous plaît. Le micro, on ne vous entend pas. Oui, merci. Je voulais juste rebondir sur un élément qui a été apporté pour expliquer un petit peu l'aspect très restrictif finalement du profil PUI et l'aspect technique qui est mis en avant. C'est-à-dire, effectivement, on exige un niveau de technicité sur des activités comme la stérilisation ou encore comme les chimiothérapies. Mais c'est vrai que ça m'interpelle parce que sous prétexte de vouloir un profil assez spécifique et avoir ses compétences techniques, on va dire promouvoir un exercice plutôt isolé en rendant très restrictif l'accès, ça fait qu'on a des pharmaciens qui sont certes avec un niveau de technicité, on va dire, supérieur, mais qui, seuls, ou sans congé, ou non soutenus, finalement, est-ce qu'il y a une vraie plus-value de ces pharmaciens-là au bout du compte? Ça que non, alors je pense que clairement, la position de la section H, c'est de dire que l'exercice isolé ne doit pas être la norme parce que ça ne permet pas
justement des points de vue matériels de fonctionner d'une part, mais aussi en termes d'échanges, en termes de projets. Ça ne nous paraît pas souhaitable, mais c'est à la main des établissements pour le coup. Voilà, c'était tout. Alors peut-être terminer par une dernière question avec Monsieur le Président. Est-ce que la section H de l'Ordre des pharmaciens serait ouverte à quelques évolutions de la loi? Parce qu'effectivement, vous êtes là pour rappeler la loi, mais est-ce que si on appelait, nous, à une certaine souplesse sur des choses bien ciblées, les remplacements d'été, certaines activités, est-ce que, sans engager l'Ordre des pharmaciens aujourd'hui, bien sûr pour vous, est-ce que des discussions seraient envisageables et possibles, ou aujourd'hui, vous ne souhaitez pas que la loi bouge? En fait, il faut une approche qui est pragmatique. Alors, je parle sous couvert du Conseil, parce qu'en fait, je parle au nom du président, mais en fait, je représente l'ensemble du Conseil de la section H qui a un avis et qui définit finalement le position de la section H. C'est pas moi qui définis la ligne, je ne s'en suis que le porte-parole. Et ça, c'est pour souligner le fait qu'il y a 3 ans, on a fait des propositions qui sont toujours en attente auprès de la DGOS, qui sont des propositions qui comportent des éléments pragmatiques. Voilà, on a parlé de l'exercice isolé, on a parlé du nombre de pharmaciens, puisque c'était une des questions qui avait été envisagée par rapport à l'activité, le fait que vraiment vous avez une activité dite à risque, vous ne devez pas avoir qu'un seul pharmacien, c'est quand vous êtes tout seul pour faire les activités socles, plus l'AST, voire éventuellement des fois des chimios, enfin les 3 c'est plus rare, mais c'est voilà, on a ces éléments pragmatiques et on avait fait la proposition qui ne passait pas auprès de certaines organisations, d'avoir un assouplissement sur les remplacements. Et donc, voilà, on n'a pas retravaillé sur cette question, mais c'est en suspens à la DGOS. Et donc, faut dire qu'on est ouvert, en fait, je pense, à la discussion et on est conscient par rapport aux remontées que vous nous faites et ce qu'on voit sur les difficultés de terrain. L'idée, c'est pas d'être dogmatique. On doit faire respecter la loi dans le sens où elle est, mais l'ordre est aussi force de proposition pour pouvoir répondre aux situations. Donc, on ne va pas renverser la table et faire une ouverture, mais on est ouvert à un certain nombre de propositions. Et au contraire, puisque la section H est aussi faite, enfin, les conseillers sont aussi élus pour représenter les pharmaciens de terrain et faire remonter les évolutions nécessaires de la profession. Donc, c'est des éléments, après, ils sont acceptés, ils ne sont pas acceptés, ils passent dans le prisme du fonctionnement, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on n'est pas fermé sur la question. Ce que vous nous faites remonter est très important. Il y a des éléments qu'on connaît et qu'on a déjà mis en avant, mais rien n'empêche de poursuivre sur ce sujet-là. Merci pour votre ouverture concernant de possibles évolutions. Je pense qu'il fallait que tout le monde l'entende. Donc, peut-être Thierry, et je vois que Christelle Beau a levé la main, mais elle a aussi exprimé des choses dans le chat. Il y a une question qu'elle a posée, on va lui laisser prendre la parole, éventuellement, si elle le souhaite. Oui, bonjour. Moi, je voulais poser une question. C'était l'idée d'un DU pour qu'on donne un accès peut-être aux officinaux sur des activités non à risque et peut-être des remplacements. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui aurait pu être travaillé, puisqu'on sait que les DU peuvent donner des accessibilités pour certains métiers, et donc faire un DU en 2 ans avec des spécificités de l'activité hospitalière, parce qu'on s'adresse quand même à des pharmaciens, hein, donc il y a une base. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez pu évoquer, voilà. En complément, peut-être, avant que vous répondiez, Monsieur le Président, la question de la gestion des carrières des professionnels, un pharmacie d'officine qui voudrait se lancer dans une carrière en deuxième partie de vie professionnelle ou vers une carrière plutôt hospitalière, ou inversement, l'hospitalier qui a envie de se lancer dans une carrière d'officine. Comment on gère les parcours des professionnels dans ce cadre-là? Quelqu'un qui a fait pharmacie d'officine pendant 10 ans et qui se dit finalement, je serais bien de l'hospitalier. Il y a des ponts qui sont prévus? Alors, il y a des passerelles, puisque des ponts, ça marche aussi, mais
une des pistes et une des propositions qui est faite, mais qui pour l'instant n'est pas aboutie, c'est la possibilité de passerelle, puisque chaque professionnel a droit à un moment, dans le cadre de son parcours professionnel, comme vous le soulignez, à une possibilité de reconversion. Et l'organisation en silo des métiers de la pharmacie ne le permet pas. Et donc, l'idée, c'est de faire des passerelles, c'est-à-dire qu'en repassant par une formation universitaire, on puisse acquérir les spécificités. C'est déjà le cas, par exemple, un industriel qui veut refaire de l'officine, il va refaire 6 mois de stage, il va revalider un certain nombre de formations avant de reprendre une activité officinale. Le fait d'avoir un DES, ça nécessite d'acquérir ce DES, et donc ça sera envisageable dès que les officinaux auront la possibilité d'avoir un DES court. Et donc, à partir du moment où le pharmacien aura exercé un certain nombre d'années, donc, il pourra prétendre à rentrer dans un dispositif d'équivalence et donc de se reformer. Donc, vous parliez de DU, mais voilà, il faudra forcément se former sur les mêmes spécificités du DES, donc des éléments de pharmacotechnie, des éléments de dispositifs médicaux, de stérilisation, de pharmacie clinique, pour permettre de basculer l'un à l'autre. C'est ce que l'on a mis dans nos propositions et c'est ce qui nous semble important, de pouvoir passer d'une filière à l'autre, mais sans parler du DES, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une question de niveau de compétence qui permet d'exercer en fonction de ce qui est attendu dans les PUI. L'inconvénient de ce dispositif, c'est qu'il ne va pas être tout de suite. Pardon, excusez-moi, mais vous ne faites pas de différence entre les différents types de PUI. C'est-à-dire qu'on parle de celles qui ont des activités à risque et celles qui n'en ont pas. Pour les remplaçants, hein, je parlais pour les officinaux. Alors, parce qu'il y a des PUI qui n'ont pas d'activité à risque, qui n'ont pas de chimio, qui n'ont pas de ST. Pareil, vous parlez d'exercices multiples, mais quand on est dans une petite clinique, comme c'est mon cas, ben on peut pas être, enfin, c'est pas possible, plusieurs pharmaciens. Donc, et ça, il y a aussi une histoire de ressources humaines. Voilà, s'il y a du travail pour un pharmacien, c'est rare qu'il y ait demi-temps, par exemple. Voilà. Mais c'était Oui, aussi voir est-ce qu'il y avait des différenciations quand on n'a pas d'activité clinique à risque. Alors, il n'y a pas de différence. Effectivement, les dossiers d'autorisation, vous avez les phases socles et après, vous avez des activités dont certaines sont à risque. Mais quand nous, on inscrit un pharmacien, on l'inscrit dans une PUI. Et on ne tient pas compte, il n'existe pas après des PUI avec activité à risque et des PUI sans activité à risque. Et donc, vous pouvez, si on inscrit un pharmacien à un moment dans un médico-social ou dans un SMR, dans une structure médico-sociale ou SMR, après, rien ne l'empêche, il a l'équivalence pour être inscrit dans l'ensemble des PUI. Et donc, sous une question de compétence. Par contre, ce qu'on avait proposé dans les propositions à la DGOS, c'était de cibler les remplacements sur une période maximum de 3 mois et sans acquisition des équivalences, mais dans des structures qui n'ont pas d'activité à risque, mais alors ça paraît tiré par les cheveux, c'est pas des PUI, il n'y a pas deux niveaux d'activité, mais sur des SMR et sur des EHPAD. Prendre une dernière question peut-être et s'arrêter là pour poursuivre nos sujets, Thierry. Alors moi, j'avais une question qui nous avait été posée en amont, là, mais pour laquelle on va dire, on a la réponse, mais au moins par correction sur la question qui nous avait été posée. Une ouverture de gérance des PUI à des pharmaciens non-H pour des établissements de médecine, alors ça vient d'être cité là, ou SMR sans activité optionnelle, reconstruction, stérilisation, rétrocession, est-il envisageable? C'est un directeur qui pose la question. Voilà, bon, je pense qu'on a la réponse. A priori, pour l'instant, c'est pas possible, on va dire. Non, c'est pas possible. Voilà, non, mais voilà, en concaténant un peu tous les échanges, voilà, mais je voulais quand même poser la question vis-à-vis de celui qui avait interrogé. C'est vrai que peut-être que serrer les PUI en deux niveaux, PUI à risque et PUI qui ne soient pas à risque, pourrait permettre d'ouvrir. Alors, il y a un confrère à vous que vous connaissez bien qui s'appelle Patrick Mazot, qui est au CHU de Lille. Et Patrick nous disait il y a 2 ou 3 ans que même le public est en difficulté, j'allais dire, dans le cadre de CRH, quoi qu'il en soit. Voilà. Oui, tout à fait. Et Patrick nous disait qu'eux-mêmes, ils étaient en difficulté, quoi. Voilà.
Oui, oui, sur l'île, il y a des suppressions de PUI, mais c'est peut-être l'avantage, le public a un avantage au travers des GHT, puisque c'est plus facile de regrouper les activités autour d'un établissement support et de mutualiser. C'est une inégalité, je vais vous le dire Alors comme tout ça. à l'heure, je faisais le compte, là, il y a un compte qui m'a interpellé, c'est que 41% des PUI sont seuls sur les deux. Alors, je pense que, je ne sais pas si c'était 41% des PUI privés publics, mais en prenant le nombre de privés, ce qui fait quand même la bagatelle, 41% de 2235, ça fait aux alentours de 900 PUI qui font, où le pharmacien est complètement isolé, quoi. Oui. Et donc, je pense que quelqu'un a dit le pharmacien est en vacances, mais alors, il y en a certains qui doivent être en difficulté pour pouvoir se faire remplacer parce que, au vu du nombre d'étudiants qui ont l'air d'être attirés par la spécialité, ça génère quand même certaines difficultés, à mon sens. Voilà. Bien, peut-être que comme l'heure tourne et que nous avons aussi d'autres intervenants, Ouais. il nous reste à vous remercier, Monsieur le Président, d'être intervenu et d'avoir répondu à l'ensemble des questions. Vous avez compris que quand même il y a quelques grosses préoccupations pour le fonctionnement au quotidien. Il y a aussi une question, Thierry, qui n'a pas été abordée, qui était le coût des intérimaires, ou certains diraient, comme les médecins, les mercenaires pharmaciens. Mais ça, c'est effectivement comment effectivement apporter un peu de souplesse. Mais on a compris que vous avez déjà apporté un peu de souplesse dans le système et que vous étiez prêt à condition qu'on ait un peu une stabilité gouvernementale aussi pour nous aider à faire avancer les dossiers, prêt à apporter quelques souplesses, notamment sur les congés ou peut-être certaines activités, si je ne trahis pas les propos que vous avez tenus. En tous les cas, merci beaucoup, Monsieur le Président, et que nous aurons l'occasion de vous ressolliciter. Merci à vous. J'espère avoir pu répondre à vos questions. J'ai un peu débordé le temps, je m'excuse pour l'intervention après. Et donc voilà. Après, en termes de souplesse, oui, on est à l'écoute. Après, je ne peux pas vous promettre de prise en compte spécifique, mais en tout cas, c'est sûr que je vous assurer qu'on est conscient l'ensemble du Conseil est conscient de la situation et des points qui posent problème, et on essaye d'être à l'écoute et d'y apporter des réponses. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on va passer au deuxième point qui va être traité par Véronique Morlière et Stéphane Tulipani. Alors, Véronique m'avait déjà fait un peu la présentation à Hôpital Expo. Donc, on va lui laisser la parole. Elle était très, très enflammée par son sujet et je pense qu'elle va enflammer les foules. Voilà. La parole est laissée à Véronique. Il n'y a pas de diaporama, je crois, pour toi. Si. Ah, si. Merci beaucoup à la FHPMCO, merci beaucoup aux deux Thierry. Cette présentation, on va la porter en accéléré, mais il n'y a pas de souci. Les échanges précédents étaient très intéressants, même quand on n'est pas pharmacien ni gérant d'une PUI. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Véronique Molière et je dirige le Comité pour le développement durable en santé, le C2DS. Nous avions prévu 2 sujets, médicaments à l'hôpital, pourquoi et combien on jette, c'est celui qu'on va vous exposer. Par manque de temps, c'est pas très grave, on vous présentera une fois prochaine l'index DM durable. Et donc j'ai invité Stéphane Tulipani qui va se présenter, un double titre, puisque Stéphane est administrateur de la FHPMCO et il est aussi administrateur du C2DS. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, mais tu l'as déjà fait, du coup. Et je suis également PDG du Pôle Saint-Aurélien, cet établissement d'environ 500 lits et places au nord d'Orléans. Et qui connaît, comme tout le monde, des problèmes de PUI et de pharmaciens. Alors, après ce que je viens d'entendre justement sur les tensions RH et en effet l'isolement des pharmaciens, mais en tout cas sur les tensions RH et sur peut-être les difficultés d'attractivité,
Eh bien, finalement, ce que nous a enseigné cette enquête qu'on va vous présenter, enfin, dont on va vous présenter les résultats, c'est que pour les établissements participants, ils étaient très heureux, très enthousiastes aussi, peut-être très enflammés d'y avoir participé parce qu'ils nous ont dit que c'était une bouffée d'oxygène. Et donc, quelque part, c'est vrai que ces sujets, en effet, d'une sobriété à l'hôpital intéressent les jeunes générations, mais pas que. Et en effet, personne, pas plus les professionnels de santé que les citoyens, nous aimons jeter. Donc, en 1 minute, la slide suivante, le C2DS. Donc, cette action collective, elle a été portée par les 14 Omédites. Donc, il n'y a pas de slide pour les présenter, hein, puis vous les connaissez très, très bien. Et donc, plus précisément, le réseau Médite, hein, donc le réseau qui regroupe les 14 Omédites, avec lequel on a signé donc, une convention de partenariat projet. Le C2DS, donc, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 18 ans et qui est une communauté d'établissements publics, privés, ESPI, qui sont engagés dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire engagés dans la transition écologique ou la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale des entreprises ou des organisations. C'est aujourd'hui un réseau d'un peu plus, d'ailleurs 940 établissements, presque 950 établissements partout en France, y compris en Outre-mer. Alors, comment est-ce qu'on anime cette large communauté? Eh bien, principalement, c'est le point 2 à midi de notre horloge. C'est notre colonne vertébrale. Ce sont donc des clubs métiers. Il en existe 12. 10 se réunissent tous les mois 1 heure en visio. Et un des clubs métiers les plus dynamiques, c'est le club pharmacie. Donc, il existe depuis presque 3 ans et finalement, il nous a permis de constituer une communauté aussi de 300 pharmaciens hospitaliers intéressés par ces sujets, donc d'une façon générale, de la transition écologique, de la RSE, et ils ont bien compris, et c'est un peu le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que les produits de santé, médicaments, mais aussi DM, évidemment, sont au cœur, en effet, de cette transition écologique et finalement sont concernés par les 3 piliers d'un développement durable, la partie économique, hein, le pilier économique, évidemment, le pilier social et le pilier environnemental. Je ne vais pas m'étendre sur le reste de cette slide et on va enchaîner tout de suite. Stéphane, je te laisse présenter le projet rapidement dans sa globalité. Alors, slide suivante, du coup. Je sais pas qui pilote. Voilà. Donc, les objectifs de cette analyse, c'était d'évaluer effectivement quantitativement et qualitativement les médicaments éliminés, d'identifier les motifs d'élimination de ces déchets, d'estimer l'impact économique, l'empreinte carbone associée aux médicaments éliminés et leur poids, et bien évidemment de proposer des actions d'amélioration pour réduire le volume de ces médicaments jetés. Vous verrez par la suite que ça représente quand même un certain volume et surtout un certain montant. Et éclairer l'action publique, car quelquefois, il faut être un petit peu précurseur pour donner les orientations afin d'éviter de les subir. Slide suivante. Donc, effectivement, il y a eu 210 établissements sanitaires qui ont participé à l'enquête, donc tous secteurs confondus. On le voit que 60% étaient composés d'établissements publics, donc CHU, CH et CHR également. 21% étaient des établissements privés à but lucratif et 14% des établissements privés à but non lucratif. Donc ça fait 210. Ça paraît être peu, mais c'est quand même assez représentatif, notamment dans cette diversité. On le voit aussi sur l'activité, puisque 60% des établissements ayant répondu ont une activité MCO, hors CHU et CHR, bien évidemment. Et on a eu toutes les spécialités, que ce soit la cancéro, les SMR, la dialyse. Donc, un panel assez représentatif, même si, effectivement, on aurait eu 600, 700 établissements, on aurait été encore plus content. Slide suivante. Donc, on le voit sur la répartition géographique. Les vainqueurs du tournoi sont les Bretons, puisqu'ils ont répondu à plus de 12,4%. Le Sud a été un peu plus frileux, mais l'intérêt, en tout cas, d'avoir cette image, c'est qu'on voit que tous les territoires, en tout cas, France métropolitaine et Dom-Tom, ont répondu, bon an, mal an, et à cette étude. Slide suivante. Alors, quelles ont été les forces et les limites de notre étude? Donc, le principe était de suivre une méthodologie rigoureuse pour être à la fois le plus efficace possible et permettre aux établissements de répondre le plus simplement possible. Donc, elle a été conçue par un groupe d'une dizaine de pharmaciens hospitaliers du club pharmacie du C2DS et par le groupe de travail dédié du réseau Omédite. Elle a été testée sur une dizaine d'établissements
qui ont validé la faisabilité opérationnelle, la compréhension et la facilité d'utilisation. Ça, c'était important. On le voit, on manque de pharmaciens. Donc, si en plus, quand on rajoute des enquêtes, on leur donne du travail en plus, vous imaginez la difficulté que ça peut engendrer. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les régions, y compris les DOM-TOM, ont répondu, quel que soit le statut. Et l'empreinte carbone d'environ 96% des médicaments de cette étude a été calculée à partir de données physiques. C'est intéressant. Moins de 4% ont été évalués selon une pondération moyenne par le prix. Ça, c'était les forces. Les limites, quelles ont été nos limites? Donc ça, c'est la slide suivante. Merci. On est bien d'accord que c'est le reflet des pratiques sur 7 jours consécutifs, puisque l'étude a été menée du 27 novembre 2024 au 16 mars 2025, et chaque entité avait une analyse d'une semaine. Soit ils ont choisi donc une période de fonctionnement en routine ou lors d'inventaire, ce qui fait qu'effectivement, ça peut faire varier les résultats. Donc, c'est simplement une tendance, une photographie à un instant T, qui n'est pas forcément le reflet d'un fonctionnement sur toute l'année. Autre limite, le périmètre d'activité choisi pour l'étude est variable selon les établissements participants. Donc, si l'intégration de la PUI était obligatoire dans l'étude, la participation des services, elle était sur la base du volontariat. Et il y a également eu des variations d'organisation, bien évidemment, et des protocoles de gestion des produits qui ne sont pas forcément les mêmes, bien évidemment, d'un établissement à l'autre, d'où l'importance d'une étude standardisée avec une méthode unique et précise. C'est à moi encore là, Véronique, je crois. Donc, sur le volume des unités communes de dispensation, il y a eu 252 246 UCD collectés pour une valeur d'environ 707 591 €, soit un poids de 2,14 tonnes, et bien évidemment, une empreinte carbone de 191,98 tonnes de CO2 en équivalent. À 122 tonnes. Donc, en effet, Ouais, ces 122 tonnes. ces chiffres sont significatifs. Donc, encore une fois, comme l'a précisé Stéphane, même si la méthodologie a été imaginée, conçue de façon la plus précise, et c'est vrai que nos collègues des Omédit ont fait un énorme travail ensuite de retravail, puisqu'ils ont récupéré 350 000 lignes de tableau Excel. Donc, ils ont beaucoup travaillé vraiment pour avoir les résultats les plus précis possibles, mais vous avez bien compris les limites de l'étude. On est sur des chiffres significatifs, hein, donc 210 établissements, 7 jours d'activité, c'est à peu près 708 000 € donc de médicaments qui sont éliminés. Alors, bien évidemment, la question est comment est-ce qu'on peut réduire ces médicaments éliminés, même si on comprend immédiatement que de toute façon, il y aura un volume incompressible de médicaments éliminés, notamment par les stocks qui sont obligatoires et la réglementation qu'on a largement vue au préalable. La slide suivante, pour regarder de façon un peu plus précise ces résultats. Alors, donc là, on vous propose d'avoir une vision par volume, puis ensuite en euros, et puis ensuite en carbone, on passera rapidement. Donc, on voulait avoir une idée de combien, mais on voulait surtout savoir pourquoi. Donc, pour quelles raisons? Donc, on avait évidemment dans le kit de communication et de méthodo que les pharmacies ont reçu, elles avaient en effet ce choix-là, hein, entre médicaments périmés, non remis en stock dans les PUI, les MNU, les médicaments non administrés, les médicaments altérés, les médicaments incomplets. Et on voit qu'en ce qui concerne le volume, donc les médicaments périmés pèsent pour environ un tiers. Et ensuite, en top 2, on a les non remis en stock. Et en top 3, on a donc les MNU, donc les traitements personnels de ville. Slide suivante. Donc, toujours en volume, voici en effet les types de molécules, hein, donc qui sont éliminées. On voit qu'arrivent en tête les psycholeptiques, et puis ensuite, vous voyez, là, on vous a mis évidemment les principaux chiffres pour avoir une idée de quel médicament parle-t-on. La slide suivante. Donc, ça, c'est les résultats en termes d'euros. Donc, on retrouve les périmés, mais à une place encore plus importante, hein, c'est-à-dire plus de la moitié des médicaments éliminés à l'hôpital le sont parce qu'ils sont périmés. Et ensuite, on voit que notre top 2 et 3 s'inversent, hein. Donc, on voit en deuxième position en termes de valeur, donc ce sont les traitements de ville qui pèsent pour un quart des médicaments, donc amenés par le patient, mais en effet à la charge finalement donc, de l'hôpital qui lui-même l'élimine. Et puis, on voit en top 3, donc pour environ 10% des médicaments éliminés alors qu'ils pourraient revenir en stock, mais ils ne sont pas remis en stock. Slide suivante.
Donc, en valeur, voici le top 4 en effet des molécules. Donc, ce sont vous les experts, je vous laisse découvrir en effet les 4 principales familles donc, de médicaments éliminés si on observe, si on analyse du point de vue de la valeur. Une petite information sur cette slide également. Donc, on a fait un petit focus sur le traitement en chimiothérapie et donc les médicaments aussi qui concernent les pathologies cardiovasculaires. Et donc, on voit que, en effet, dans cette étude, ces médicaments-là pèsent pour 233 000 €. Donc, encore une fois, je le rappelle, 210 établissements, 7 jours d'activité. Slide suivante. Donc ça concerne l'empreinte carbone, puisque ça, c'était, vous l'avez compris, C2DS, et c'est pour ça aussi que le réseau Médite avait envie de travailler sur ces sujets-là, parce que la décarbonation des hôpitaux est une demande déjà de la planification écologique des systèmes de santé, mais c'est aussi cette décarbonation des produits de santé est appelée de ses voeux par la CNAM, hein, encore à nouveau dans son rapport produits et charges. Et donc, on retrouve le même top 3 qu'en valeur, c'est-à-dire qu'on a encore les périmés, puis les MNU, puis les non remises en stock. Slide suivante. Et voici donc les molécules qui sont concernées par donc, le top 4 en termes de poids carbone. Slide suivante. Donc, si on résume, hein, ce schéma résume bien, donc on voit de façon très nette que quand on caractérise ces déchets de médicaments, ces DIMED, eh bien, c'est vraiment la péremption qui ressort en premier, que ce soit en volume, en valeur ou en empreinte carbone. Et puis ensuite, donc on a les MNU, et puis enfin les non remises en stock. Et puis, je ne rentrerai pas dans le détail, en effet, des autres caractérisations. Donc ça nous a surpris. Les chiffres, bien évidemment, ont surpris tout autant les Omédites que aussi nous, le club pharma du C2DS. Les chiffres sont significatifs. Et une autre surprise, c'était en effet la place des périmés. Alors même si beaucoup de pharmaciens qui s'intéressent à ces sujets avaient quand même une petite idée, avaient une intuition, mais cette étude, elle permet vraiment d'objectiver une situation, hein, même encore une fois si ce ne sont que des tendances. Slide suivante. Ça concerne, alors, vu le temps qui tourne, on ne va pas rentrer dans le détail de finalement, puisque l'enquête permettait aussi de savoir un peu mieux comment les établissements éliminaient ces médicaments, donc principalement dans la filière DASRI. Voilà, 44% utilisent une seule filière, c'est les DASRI. 36% utilisent 2 filières DASRI et ça y est, DASND, je ne sais plus ce que c'est, et les déchets, c'est des déchets chimiquement dangereux. Et 19% utilisent 3 filières. On a eu beaucoup de questions, finalement, cette enquête a fait remonter des questions, mais finalement, comment doit-on éliminer ces médicaments? Donc, on va faire un petit travail pour éclaircir cette situation. Slide suivante. Donc, également en synthèse, hein, si on regarde les résultats de cette enquête de façon un petit peu différente, on pourrait considérer très globalement, en effet, que nous avons un quart des efforts qui porteraient sur les MNU, hein, donc comment optimiser les relations entre la ville et l'hôpital et de faire évoluer en effet certains sujets très réglementés, parce que quand même un quart des médicaments éliminés à l'hôpital proviennent des traitements de ville. Ça serait intéressant de regarder aussi dans l'autre sens, puisque le rapport de la Cour des comptes indique aussi pas mal de chiffres assez étonnants aussi dans l'autre sens. On voit bien qu'on aurait à peu près un quart des efforts qui porteraient sur donc la dispensation donc des médicaments à l'hôpital, c'est-à-dire une amélioration en effet du circuit du médicament de façon générale. Mais on voit bien quand même que la balle est aussi dans le camp des industriels qui évidemment sont en charge de la stabilité chimique des molécules, mais probablement des efforts seraient attendus de leur part. Et d'ailleurs, on leur présente les résultats. Demain, on le présente au LEM. Slide suivante. Alors, des propositions d'amélioration, Stéphane, c'est à toi ou je poursuis?
Ton micro, Stéphane, n'est pas ouvert. Donc, j'enchaîne. Autant pour moi. Je me disais, tiens, personne ne m'écoute. Bon, dans les propositions d'amélioration, bien évidemment, ça nécessite à la fois l'appropriation du sujet par les professionnels de santé et de terrain, et puis ça requiert aussi leur disponibilité, ce qui est un des éléments qui sera certainement à travailler. Donc, de l'achat à l'élimination, en passant par la dispensation à l'administration. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est tous à l'œuvre pour y arriver. On rappelle juste très rapidement que le dernier rapport de la CNAM envisage une économie de 425 millions d'euros sur les médicaments et que le déficit de la Sécu est cette année, enfin pour 2025, sera de 22 milliards. Donc autant qu'on anticipe les choses et qu'on soit fort de propositions. Donc processus complexe, encore une fois, qui nécessite l'engagement de chacun. Slide suivante. Donc, dans le top, les médicaments jetés sont périmés, 32% en volume, 51% en valeur euro et 52,1% en carbone. Ce qui est à la main aujourd'hui des équipes. Donc, c'est effectivement la mise en œuvre d'inventaires réguliers et un dispositif d'alerte sur les médicaments onéreux proches de la péremption. Exemple, antidote, facteur de coagulation. Les inscrire sur une plateforme numérique régionale à créer qui pourrait permettre leur utilisation par un autre établissement. On voit aujourd'hui, nous, d'expérience, par exemple, on a pas mal certains médicaments, notamment pour les anesthésistes, qui sont très peu utilisés, parce que, encore une fois, c'est des cas assez rares en termes de prise en charge, mais que vous devez avoir si la situation se réalise. Améliorer les commandes au regard des hospitalisations programmées, pour ne pas créer de surstock de médicaments qui finit par arriver à péremption, et initier des travaux sur le bon usage et la déprescription. Slide suivante. Qui est à la main des instances nationales. Donc, c'est effectivement soutenir des demandes d'études de stabilité prolongées pour allonger la durée de conservation dans des conditions sécurisées. Et les établissements qui peuvent être amenés à commander des médicaments onéreux non référencés dans un livret thérapeutique pour des patients donnés dans le cadre de son hospitalisation. Il s'agit d'étudier ici la possibilité de rétrocéder à un patient le reliquat de ses médicaments, ce qui permettrait une continuité de son traitement après la sortie de l'hôpital et éviterait que ces médicaments périment à la pharmacie de l'hôpital. À la main des industriels, donc réaliser des travaux sur les modes de présentation, certaines formes galéniques qui arrivent plus vite à péremption que d'autres, et procéder à des études de stabilité prolongées pour allonger les durées de conservation des médicaments onéreux. Donc là aussi, il y a quand même un certain travail à faire, puisqu'il va falloir expliquer aux industriels ils peuvent aussi gagner moins à un moment donné. Donc il y a du travail. Slide suivante. En top 2, les médicaments jetés sont des traitements personnels de ville, donc apportés par le patient dans le cadre de l'hospitalisation, donc 21% en volume, 25% en valeur et 16% en carbone. Donc la réglementation en vigueur impose aux établissements de fournir les médicaments durant l'hospitalisation. Le traitement du patient ne peut être utilisé exceptionnellement dans la limite de la continuité du traitement et dans l'attente de l'approvisionnement. À la main des instances nationales, donc expérimenter et encadrer l'usage des traitements de ville à hôpital, donc le cadre juridique du patient en auto-administration pour les traitements chroniques non liés au motif d'hospitalisation. Donc là, pareil, c'est un gros travail à faire. Nous, on le voit aussi quand les patients arrivent avec leur traitement, donc qu'on met dans des armoires sécurisées et ensuite, il soit vendu s'il y a une continuité et une possibilité, soit si le traitement a changé ou évolue. Effectivement, il est jeté pour le coup. Slide suivante. Au niveau du top 3, donc les médicaments jetés sont utilisables mais ne sont pas remis dans les stocks de la PUI. Donc là, on est sur 21% en volume, 10% en valeur et 10% en carbone. Qu'est-ce qui est à la main de nos établissements? Donc, c'est selon les seuils standardisés à définir nationalement, donc relatifs à leur valeur, stabilité, traçabilité, conditions de conservation. Dédier du temps RH quand c'est possible. Là, d'expérience, voilà, c'est compliqué, mais à un moment donné, ça peut avoir aussi des bénéfices tant pour l'établissement que pour la communauté, pour réintégrer donc ces médicaments dans le circuit. Donc aujourd'hui, il y a 98% des établissements qui ont répondu, qui confirment la mise en place d'un processus de réintégration. 80% déclarent qu'il s'agit d'une mission identifiée par les professionnels de la PUI, mais faute de temps, il n'y a que 49% d'entre eux qui dédient du temps à cette mission. Qu'est-ce qui est à la main des industriels? Donc, c'est privilégier le conditionnement unitaire pour les médicaments destinés aux hôpitaux, ce qui facilite le travail des équipes lors de la dispensation.
Il n'y a pas besoin de surétiqueter les médicaments afin de s'assurer que toutes les informations sont sur chaque comprimé unitaire. Donc, le conditionnement unitaire facilite aussi la réintégration dans les stocks. Et le résultat de cette étude argumente en faveur du circuit du souhait de l'assurance maladie. Voilà, pour que ça devienne une norme. Alors, slide suivante. Je continue, Vérou, tu reprends? Non, je vais reprendre. Donc là, en effet, on va pas rentrer dans le détail parce que ça reprend, en effet, comme on a vu, en volume, en valeur, en carbone. Là, on a repris à la main de l'établissement, finalement, quelles pourraient être nos recommandations, hein. Donc, ce ne sont que des recommandations, bien évidemment. Et on voit bien avec les Omédites avec lesquels on travaille de façon plus étroite, que plus on réfléchit, plus de nouvelles idées, en effet, arrivent. Mais on voit bien en effet que cette étude, alors c'est évidemment pas une fin en soi, hein, c'est un point de départ. Il fallait bien à un moment donné mesurer, parce que si on veut s'améliorer, eh bien, il faut commencer par mesurer. Donc, les professionnels de santé ont désormais quelques éléments en main. Ce que je voulais profiter de dire, c'est que les 210 établissements participants ont reçu de leur Omédite un rapport d'une trentaine de pages, donc tout à fait circonstancié, avec tout le détail des données de leur établissement et avec aussi évidemment la mise en perspective avec les moyennes nationales ou avec les moyennes d'un établissement de la même famille. Donc ces 210 établissements ont en effet la possibilité désormais de pouvoir rédiger une feuille de route et de réduire ces médicaments éliminés. C'était pour faire court. À retenir dans la slide suivante, je pense, Thibaut, s'il te plaît. Quelque part, juste 2-3 idées à retenir. Bien évidemment, la question de la péremption, c'est vraiment un appel que nous allons lancer aux industriels. La possibilité d'avoir des conditionnements unitaires, c'est aussi un appel que nous allons faire aux industriels, y compris le sujet qui est rapporté, c'est-à-dire la question du vrac avec un équipement qui permet en effet d'étiqueter et d'emballer correctement chaque comprimé. Et puis, ce que nous proposons, c'est donc la création de ces plateformes régionales. Alors, portées par le CHU, portées par l'Omédite, portées par l'ARS, toutes vos idées sont les bienvenues. Parce que c'est en effet très simple, hein, c'est une façon de retrouver l'esprit Covid, hein, c'est-à-dire de mutualiser sur un même territoire, hein, tout simplement des molécules très onéreuses qui arrivent, qui sont proches de la péremption et qui peuvent être vraiment réutilisées, enfin pardon, pas réutilisées, utilisées par un établissement sur le même territoire. Donc c'est vraiment du bon sens. Nous étions très contents de pouvoir nous inscrire dans l'actualité, puisque vous avez vu que la Cour des comptes avait sorti un rapport sur donc le juste usage des produits de santé. La Cour des comptes fait donc 7 recommandations, et la recommandation numéro 3, c'est exactement l'enquête que l'on vous présente là, puisque la Cour des comptes demande donc en effet de mesurer et de caractériser les médicaments qui sont éliminés en ville. Ça, c'est pour d'autres, et en tout cas à l'hôpital. Donc, évidemment, on va leur présenter aussi les résultats de cette étude. Et pour faire aussi en accéléré, Thibaut, on va passer très vite sur les slides suivantes pour en arriver simplement à au message clé. Stéphane, je te laisse peut-être rappeler les quelques messages clés qu'on a eu à cœur de partager. C'est les équipes hospitalières qui s'engagent dans des soins éco-responsables, et notamment dans la réduction des déchets liés aux médicaments. Ces résultats donc, sont encore une fois inédits et indiquent une tendance. Il y a une production incompressible, bien évidemment, de déchets issus des médicaments, mais on peut toutefois avoir une action pour les réduire. Comme on l'a vu, les périmés, ça représente la moitié, donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Sans mesure, pas de plan d'action et donc pas d'amélioration de la situation. Il y a d'autres messages clés, mais encore une fois, ce qui est important de retenir, on l'a déjà dit au tout début, c'est que dans cette recherche permanente d'économie qui est le sport national aujourd'hui au niveau national, et qui le sera pour les prochains gouvernements, il ne faut pas se leurrer, autant être promoteur, anticipé et maîtrisé que de subir ce qu'on pourrait nous mettre devant nos établissements. Slide suivante.
Donc, sur les autres messages clés, donc, comme on l'a vu, sans méthode standard, pas de comparaison possible. Ça a été l'objectif de cette enquête et en tout cas sa méthodologie. Donc maintenant, il y a un accès libre. Il existe désormais et reste un accès libre pour inciter massivement les hôpitaux à réduire leurs déchets. Donc c'est une action collective qui permet de fédérer les équipes. C'est un point de départ, on l'a vu, pour tout le monde, établissement, ARS, administration, etc. Donc voilà, donc les 14 Omédites sont en appui, le C2DS également, le réseau Omédite, et qui s'emploieront à promouvoir tout cela. Et bien évidemment, il y a d'autres actions qui impliquent l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les industriels, les modes de production, les prescripteurs, etc. etc. Slide suivante. Et c'est la dernière. Je vais peut-être juste Ouais. conclure avec cette dernière slide, simplement pour vous dire que donc cette étude nationale, elle a été clôturée, hein. L'outil lui-même reste à disposition, c'est-à-dire la méthodologie avec un kit pédagogique que les établissements ont apprécié pour leur faciliter la tâche, donc soit auprès du C2DS, soit sur demande auprès des Omédites. Et ce que l'on prévoit de faire pour 2026 avec le réseau Médite, c'est en effet poursuivre, hein, c'est-à-dire construire vraiment cette plateforme pour qu'elle puisse continuer à être enrichie et qu'on puisse faire des photographies pour voir l'évolution en effet de ces médicaments éliminés. Voilà, nous avons fait vraiment en accéléré. Le PPT sera à votre disposition. Le dossier de presse, qui est un peu plus rédigé, est disponible en accès libre sur le site du C2DS. Et dans le PPT qui vous sera envoyé, une partie sur l'index DM durable, mais que donc on vous présentera une autre fois. Voilà. Thierry, je pense que Thierry Béchu a dû partir, mais Il est Thierry, parti, oui. voilà. Thierry Bon, Béchu vous est êtes parti, il toujours avait là. une autre vie. On a Ouais. fait très très vite, hein. J'espère que c'était à peu près clair. Non, c'était très bien. Moi, j'aurais une question à vous poser par rapport à l'hôpital. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont peut-être plus dispendieux ou peut-être plus enclins à devoir jeter. Moi, il y a une chose qui me choque un peu, que ce soit dans le cas des HAD, je vais dire, et les HAD hospitalières. À l'heure actuelle, je veux dire, il y a quand même un texte qui dit que tout ce qui arrive chez le patient, ça repart à la poubelle. Hein, c'est tout neuf, c'est blistérisé, c'est voilà. Donc ça, c'est un détail qui n'est pas léger parce que je veux dire parfois ce sont des patients polypathologiques, voilà. Et c'est vrai que et après il y a peut-être d'autres secteurs qui sont peut-être plus dispendieux. Bon, il y a 50 000 solutions. Alors, mais je sais pas si est-ce qu'il y a des secteurs hospitaliers qui sont plus enclins à être responsables à jeter du médicament. Alors, en chimio-immunothérapie, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau des centres hospitaliers, parfois, il y a des patients qui sont prévus pour des traitements et qui, au dernier moment, ne viennent pas. Et ça, c'est des choses qui partent à la poubelle. Hein. Donc, ça, c'est un peu ce que font les restaurateurs, c'est-à-dire qu'ils font payer leur réservation maintenant, mais c'est vrai que, alors parfois ils ne viennent pas de leur fête, ou parfois ils ne viennent pas parce qu'il y a d'autres circonstances qui font qu'ils ne peuvent pas venir. Voilà. Mais immunochimio, de temps en temps, il y a quelques gaspillages qui sont faits comme ça. Voilà. Alors, certaines personnes, donc certaines Omédites vont travailler plus précisément sur les données concernant la cancéro, hein, chimio-cancéro. Et puis, ces résultats vont être présentés à Unicancer pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent réagir. Alors, on ne va pas sortir volontairement, hein, on n'a évidemment pas sorti est-ce que le secteur public ou le secteur privé ou telle activité ou telle région va en effet éliminer plus ou moins de médicaments. Ce n'était pas du tout l'objet. Et d'ailleurs, toutes ces données sont absolument sécurisées. Ils sont portés par le Médit Île-de-France, hein, qui avait les bandes passantes techniques pour pouvoir le porter. Donc, bien évidemment, ces données doivent rester absolument confidentielles. Ce qui est intéressant, c'est que l'établissement participant puisse avoir ses propres données, avoir des comparaisons pour pouvoir mettre ses propres données en perspective. Et puis, en fonction de son activité, de son territoire, de son fonctionnement, de ses RH, puisse mettre en action une feuille de route. Évidemment, sur la question des HAD, ce sujet est ressorti très souvent. Donc, probablement en 2026, avec les réseaux Médite, qui est vraiment très, très engagé, très moteur.
Au départ, c'était un petit peu difficile de les engager. Ça repose sur 2-3 personnes qui vraiment voulaient y aller. Là, aujourd'hui, on ne les arrête plus. Et donc, en 2026, en effet, sur la question de la HAD. Et puis, on va se rapprocher du SNITEM, les industriels des DM, pour voir si on peut commencer à réfléchir sur ce même travail concernant les DM. Voilà. Et on viendra vous le présenter au fur et à mesure. Merci beaucoup pour cet engagement et pour ce travail. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu sur la conversation qu'il y avait un point sur la gestion en elle-même des médicaments au moment d'être jetés, donc DASRI, pas DASRI. Demandez votre collecteur de DASRI qui peut vous fournir éliminer selon la bonne filière. Oui. On voit bien en effet, alors sur la question de l'élimination, vraiment, on a fait de multiples restitutions de ces résultats. Et en effet, ça nous a étonné. Il y a eu beaucoup de questions posées par des pharmaciens sur l'élimination des médicaments. Est-ce qu'il faut faire des DASRI? Est-ce que j'ai le droit de ceci? Est-ce que j'ai le droit de cela? Est-ce que les verres médicamenteux peuvent être récupérés? Enfin, etc., etc. Et donc, avec le réseau Médite, et puis on sollicitera bien évidemment aussi des fédérations, on fera tourner un petit document, une fiche peut-être A4 très simplement, pour reprendre un petit peu, en effet, vraiment la bonne conduite sur les questions d'élimination. Et vous l'avez peut-être noté, c'est vrai qu'on a demandé aussi à ce que l'établissement pèse, hein, donc on a un peu plus de 2 tonnes, parce que c'est intéressant de se questionner sur une filière, en effet, type cyclamède à l'hôpital. Oui, non, on pourrait en discuter longtemps. Là, on commence à avoir des chiffres, hein, on a 2 tonnes, on va avoir une répartition géographique. Est-ce que, puisque ça c'est demandé aussi dans la planification écologique du système de santé et par la CNAM aussi, de réfléchir à ce type de sujet, on commence à avoir des données. Et Stéphane, comme tu l'avais dit, sont les professionnels de santé qui prennent les devants, justement, qui prennent les devants de la mesure, des recommandations, pour que le train aille à peu près à la bonne destination. Et au niveau des industriels, là, par rapport à l'accroissement de la stabilité, vous avez eu des premiers contacts, j'imagine, ou Alors, des retours. Des industriels, non. Alors, encore une fois, on leur présente et là, ce sera avec mes collègues des Omédites, puisqu'il nous faut des pharmaciens pour parler vraiment directement là, parce que je pense qu'évidemment, ils vont être probablement très pointus sur des questions sur la méthodologie, etc. Parce que, d'une certaine manière, c'est vrai qu'on leur. Même si les professionnels de santé reconnaissent bien qu'évidemment, il y a une amélioration continue du circuit de médicaments, mais que la balle est quand même pas mal dans le camp des industriels. Et donc, on verra comment ils vont réagir. Donc, on les a simplement invités à cette réflexion. Et là, on va les convaincre, enfin, on va en tout cas tenter de les convaincre de prendre ce sujet, de le mettre peut-être sur le haut de la pile et de voir comment est-ce qu'ils peuvent agir depuis la conception à la fabrication, au transport, parce que la péremption, elle n'est pas seulement sur la composition, sur la conception, hein, elle peut être aussi gagnée à différentes étapes. On voit que parfois, là, c'est le stylo d'insuline apparemment qui est tout à fait stable pendant 60 jours, mais pourtant, il est noté 28 jours. Voilà, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a une marge sans révolutionner complètement le marché ni renverser la table. On voit qu'il y a quand même pas mal d'idées d'amélioration. Je ferai un parallèle, mais je ne sais pas si ce parallèle a été analysé, parce que est-ce qu'on a cherché à évaluer, là on est sur un gaspillage, on va dire, on est sur un gaspillage hospitalier, est-ce qu'il y a un parallèle sur comment dirais-je, sur la ville? Non, alors ce que dit le rapport de la Cour des comptes, c'est que il y a à peu près pour 25 milliards, un peu plus de médicaments achetés en France, dont 30% à l'hôpital, 70% en ville. Et d'ailleurs, dans ce rapport de la Cour des comptes, il y a eu une étude, mais c'est vraiment une estimation encore plus estimative que la nôtre, qui dit en effet de mémoire, entre 700 000 euros et 1,7 milliard d'euros de médicaments qui seraient éliminés par la ville.
Voilà, selon que les molécules onéreuses soient intégrées ou non intégrées. Donc là, c'est vraiment à la très grosse louche, mais ça a le mérite d'exister, hein, de poser un peu les curseurs. Donc nous, notre étude est quand même beaucoup, beaucoup plus précise. Et donc, ça va permettre justement d'éclairer, alors peut-être les prochains rapports de la Cour des comptes, et surtout des décisions publiques. La CNAM le suit. Alors, la CNAM a financé seulement la question de l'empreinte carbone, puisque c'est un point sur la transition écologique sur laquelle ils se sont engagés, hein, la décarbonation des produits de santé. Et puis, je ne l'ai pas cité, évidemment, il y a eu dans le sujet de la déprescription, donc attendu de la CNAM, mais aussi de médecins, d'établissements engagés, etc. Tout simplement la question de si besoin. Et donc ça, c'est vrai que beaucoup de pharmaciens nous ont indiqué, eh bien, alors notre étude ne va pas jusqu'au détail de dire est-ce que ce médicament a été éliminé parce qu'il a été prescrit en si besoin et qu'il n'y a pas eu de besoin, hein, donc ça, on ne peut pas l'objectiver par des chiffres, mais c'est très souvent remonté. Est-ce que vraiment il y a si besoin? Donc, il faut travailler avec les médecins, avec leurs sociétés savantes, pour en effet revoir ces prescriptions. Mais le si besoin, et là en particulier, je veux dire, c'est peut-être une attitude qu'il faut avoir, parce que nous, c'est une attitude que nous avons eue. Si on fait un si besoin pour le paracétamol, qui est conditionné en 8 comprimés en 8 grammes, on va dire, par boîte, si on contingente pas du tout le nombre de boîtes à délivrer, ça fait 14 boîtes pour 28 jours, quoi. C'est ça. Donc, les pharmaciens nous ont vraiment expliqué en disant qu'il y avait des chariots de soins et qu'un certain nombre de médicaments étaient dans ces chariots de soins et que peut-être c'était suffisant et qu'il n'y avait pas donc nécessité, en effet, pour prescrire pour un médecin, pour un patient hospitalisé, le fameux si besoin en plus. Voilà. Et c'est vrai que si besoin, il faut le contingenter peut-être. Voilà, le contingenter en disant une boîte ou 2 boîtes et puis quand il n'y en a plus, on va en chercher d'autres. Donc, on espère que ces chiffres vont motiver justement des équipes à s'engager parce que si on se permet quand même d'extrapoler ces chiffres qui ne sont que des tendances, mais si on extrapole aux 3000 établissements sanitaires, ça nous fait un demi-milliard d'euros de médicaments éliminés chaque année. Donc, on est vraiment quand même sur des chiffres qui sont significatifs. Des questions? Non, mais écoutez, on va vous remercier, je veux dire, pour ce chantier qui est quand même pharaonique, hein, et a priori que vous continuez avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie. Je pense qu'on va pouvoir renvoyer tout le monde à ses fourneaux, nos collègues pharmaciens. S'il n'y a pas d'autres questions, attendez, je vais quand même essayer de voir. Non, on a... Voilà. Écoutez, 1000 merci aux 2 derniers intervenants. 1000 merci à l'équipe et encore merci beaucoup à toutes les pharmaciennes et à tous les pharmaciens présents autour de la table. On espère que là, vous avez un questionnaire de satisfaction et Thibaut est en train d'attendre ses résultats. Voilà. Je vous invite à y répondre et je vous dis donc à très bientôt. Donc la prochaine fois, nous aurons le bilan médicamenteux présenté par le professeur Stéphane Honoré, qui est dans le réseau Médite, je sais pas, du moins qui est en région PACA, et sur la stérilisation. Voilà, et qui aura lieu au mois de novembre. Thibaut, je me trompe ou pas? C'est le 4 novembre, je crois, non? C'est bien le mardi 4 novembre à 14h. C'est bien ça, voilà. Et sur un format d'1h30, voilà. Tout à fait. Écoutez, on vous remercie Merci toutes et beaucoup. tous et Merci bonne fin à de tout le journée monde. et à très vite. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir.